Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après 4 mois d'audience, le procès des viols de Mazan touche à sa fin. La cour criminelle du Vaucluse à Avignon doit rendre son verdict le jeudi 19 décembre. Dominique Pellicot, 72 ans, a été jugé avec 50 autres accusés pour les abus sexuels commis sur son ex-compagne. Pendant une dizaine d'années, ce grand-père a sédaté sa femme, Gisèle, à son insu pour abuser d'elle et la livrer inconsciente à des hommes recrutés sur Internet. Début novembre, on avait pris le temps de raconter dans Code Source la première moitié de ce procès fleuve en 2 épisodes. Aujourd'hui, on va donc retracer, sans être exhaustif, les 8 dernières semaines d'audience avec Louise Colcombet, journaliste au service police-justice du Parisien. Elle assiste au débat depuis le premier jour. Louise Colcombet, dans les 2 premiers épisodes de Code Source que nous avions consacrés à ce procès, vous nous aviez en grande partie raconté ce que plusieurs accusés ont dit à la barre. Durant la première vague d'audition, entre début septembre et fin octobre, la cour criminelle s'arrête chaque semaine sur 5 à 7 accusés. Combien d'entre eux reconnaissent au total avoir commis un viol ou une tentative de viol sur Gisèle Pellicot ? Selon mes décomptes, on serait à 18, mais c'est un chiffre que je ne peux pas garantir parce que, en les confrontant avec d'autres journalistes confrères qui étaient à l'audience, ce qu'ils disent est parfois tellement embrouillé qu'on n'a pas tous eu la même perception de ce qu'ils reconnaissaient ou pas. Et parfois, ils se prenaient les pieds dans le tapis, ils disaient qu'ils reconnaissaient pas, et puis dans leurs mots, finalement, ils reconnaissaient. Je me suis même demandé parfois si certains se rendaient compte qu'ils avaient avoué à la barre. Oui, parce que certains reconnaissent les faits sans jamais prononcer le mot viol. Alors le mot viol, il a jamais été dit quasiment, ou par un ou deux. C'était toujours les faits, ce que j'ai fait, ce que j'ai commis, ce qui s'est passé dans la chambre. On est passé par tout un tas de circonvolutions pour jamais prononcer le mot viol parce que quelqu'un l'a dit, ils l'ont dit, c'est trop lourd à porter le mot viol. Ils pouvaient reconnaître les faits ou dire je reconnais la matérialité, donc en gros les vidéos, ça de toute façon ils l'ont tous fait. Et après il y avait cette histoire d'intention, c'était l'idée d'avoir conscience de commettre un viol. Et ça, voilà, j'ai compté à peu près 18 qui reconnaissent l'intention, donc ce que nous on dirait viol. Est-ce que les auditions ont permis de savoir si certains se connaissaient avant de se retrouver sur le banc des accusés ? Alors ça a été établi par l'enquête. Dominique Pellicot faisait son marché sur coco.fr qui permettait de géolocaliser les personnes qui se connectaient. Donc il voyait qui était connecté dans le Vaucluse. Et de fait, l'ultra-majorité des accusés étaient originaires du Vaucluse, et en général des villages qui étaient à 30 km autour de Mazan, voire 50 km maximum. Certains se connaissaient, ou alors juste de vue, parce que les hasards faisaient que certains venaient des mêmes villages, que parfois ils se croisaient en allant chercher leurs enfants à l'école. Et puis il y en a 2 notamment, l'un était l'ami d'enfance d'un autre et de ses frères, puisqu'ils avaient grandi dans le même village. Et d'ailleurs, le soir où l'un des accusés, Thierry P, a un drame absolu, c'est son fils qui meurt dans un accident de la route, et ben cet autre accusé, Patrice N, c'est lui qui l'a emmené sur les lieux du drame pour aller voir son fils. Donc il y avait ces liens d'interconnaissance avant, et ensuite on s'est rendu compte dans l'enquête que ces gens-là s'étaient appelés certains entre eux. Il y a des contacts téléphoniques qui sont totalement inexpliqués, et ça reste pour moi l'un des mystères, c'est-à-dire que personne n'est venu expliquer pourquoi ils s'étaient parlé. Alors il n'y a pas de réseau en tant que tel parce que les dates correspondent pas, les dates des coups de fil ou des SMS correspondent pas aux dates auxquelles eux ils sont allés à Mazan. Alors est-ce qu'ils ont parlé d'autres choses, d'autres plans sexuels qu'ils pouvaient avoir sur Coco, ou est-ce qu'ils ont parlé jardinage? Apparemment on pouvait parler de tout aussi sur ce site. Il y en a un, la dernière fois on lui a posé la question, il a dit peut-être que j'ai vendu des objets sur le Bon Coin, je me souviens pas. Bon, c'était un peu confus et pas très convaincant, mais ça c'est un des points pour lesquels on n'aura jamais de réponse. Le jeudi 7 novembre, le psychiatre Laurent Layet, qui a expertisé la moitié des accusés, vient à la barre livrer ses conclusions. Qu'est-ce qu'il dit en résumé ? Alors il vient dire qu'il faut se méfier des idées reçues, il n'y a pas de profil type du violeur, il y a des facteurs de risque qui peuvent être de l'ordre de la biographie, par exemple quand on a été exposé à des violences, un père qui frappe sa mère, les violences sexuelles aussi, on sait que au moins un quart d'entre eux en ont subi quand ils étaient mineurs et surtout ça n'avait jamais été dit. Il y a des moments de la vie qui font que ils ont pu être séduits par le scénario proposé par Dominique Pellicot. Mais alors attention, quand on s'est posé la question de savoir si c'était des monsieur tout le monde ou des hommes ordinaires, Laurent Layet prévient bien qu'on n'est pas face à des hommes ordinaires, précisément puisqu'ils sont passés à l'acte et que ça les distingue du reste de la population.
Les avocats de ces 50 co-accusés de Dominique Pellicot se succèdent à la barre à partir du 3 décembre et par souci de clarté, on a choisi de raconter d'abord leur plaidoirie dans cet épisode. Beaucoup d'entre eux ont la tâche difficile de montrer que leur client, lorsqu'il nie les faits, n'a pas commis de viol ou de tentative de viol en dépit des preuves vidéo montrées à l'audience. Quels sont les arguments développés par les avocats dans ces cas-là ? Alors, leur idée, c'est de dissocier totalement l'impression que font les vidéos, qui prouvent une pénétration sexuelle ou une tentative, de l'intention. Alors l'intention, c'est quoi ? C'est la conscience de commettre un crime, c'est-à-dire qu'ils auraient fait cette pénétration en sachant pertinemment que Gisèle Pellicot n'était pas d'accord, ou en l'occurrence qu'elle pouvait pas être d'accord puisqu'elle dort. C'est ce qu'on appelle un viol par surprise. L'idée, c'était de dire attention, mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils avaient vraiment conscience ? Et là vient l'idée de la manipulation de Dominique Pellicot. La grande histoire de ces plaidoiries, ça a été de le charger à fond pour expliquer toutes les stratagèmes qu'il avait mis en place, ses contradictions. Il a pu envoyer des photos pour dire « Regarde, ma femme, elle est d'accord, elle a validé ton profil ». Alors, beaucoup de choses sont orales, parce qu'on n'a pas les preuves écrites pour beaucoup. En revanche, quand on a des preuves écrites, il faut quand même le dire, elles étaient plutôt accablantes pour les accusés. Mais donc, l'idée était de parler de manipulation et de dire que cette manipulation, non seulement elle fait qu'ils viennent dans la maison, qu'ils rentrent dans la chambre, et que tout en commettant ces faits, ils ne se sont jamais rendus compte que Gisèle Pellicot était réellement endormie. Et donc, ils ont été trompés, manipulés, et à la limite, ils sont eux-mêmes victimes. Pour rappel, Dominique Pellicot affirme avoir mis en place un protocole assez strict pour les hommes qu'il invitait à Mazan, afin de ne pas réveiller Gisèle Pellicot ou encore de laisser des indices de leur passage. Et ça, les avocats rappellent que, d'après les auditions des accusés, ce n'était pas toujours le cas. Il a délivré un protocole par morceaux. Certains ont effectivement pris le soin de se garer un peu loin parce qu'il leur avait dit, d'autres pas. Il y a beaucoup de fumeurs dans le lot qui disent « Mais moi, il m'a jamais dit de pas fumer et je suis arrivé, j'ai même écrasé une cigarette devant lui. » Ne pas porter de parfum, beaucoup ont dit « Bah moi, je vais à un plan libertin où on me reçoit chez des gens, je me lave avant et puis accessoirement, je mets du parfum. » Donc on s'est rendu compte que toute cette histoire de protocole très strict où tout le monde se serait chauffé les mains sur le radiateur, c'était vraiment à géométrie variable. Certains ont fait certaines choses, d'autres pas. En tout cas, c'est pas du tout le « ils savaient tous, on leur a tout dit avant », tout ça a un peu volé en éclats à l'audience. L'argument de la manipulation, développé dans la plupart des plaidoiries, j'imagine qu'elle est plus ou moins solide en fonction des accusés. Alors oui, c'est là où il y avait un travail un peu de dentelle, j'allais dire. Pour certains, ça ne peut pas fonctionner tout simplement parce que ils ont imposé des pénétrations buccales à Gisèle Pellicot et sincèrement, pour les avoir vues, on ne peut pas venir dire qu'on ne sait pas qu'elle dort. Elle est presque en train de s'étouffer. Certains disent que ça s'est passé en dernier. On ne sait pas dans quel ordre non plus les vidéos ont été prises, parce que il faisait son mix, Dominique Pellicot, ses propres montages. Quand bien même, on n'a pas forcément de réaction où ils disent « Ah mais ça ne va pas ». En tout cas, ça n'apparaît nulle part sur les films. Et puis on sait que personne n'a prévenu la police. Après, il y en a certains qui sont partis assez vite. Il y en a un, je me souviens, qui explique qu'il dit à Dominique Pellicot, évidemment c'est pas sur le film, mais il n'est pas contredit par Dominique Pellicot à l'audience, il raconte cette scène où il dit mais ta femme elle dort quand même beaucoup. Et là Dominique Pellicot lui dit ah bah oui je lui donne des cachets. Et là il raconte qu'il est pris d'une stupeur et qu'il comprend ce qui se passe et qu'il part, il se rhabille et il lui dit mais tu fais ça souvent? Oui bien sûr. Et qu'il lui dit mais t'es un malade et qu'il part comme ça. Donc il y a des gens pour lesquels il y a eu semble-t-il une réaction relativement rapide quand ils comprennent. Donc il y en a certains pour lesquels il y avait peut-être de la marge. Le problème c'est qu'on n'a pas la preuve de ça, c'est leur histoire. Tout ça est très compliqué, c'est vraiment sur un fil. Louise Colcombert, pour en revenir aux plaidoiries, certaines d'entre elles donnent lieu à quelques outrances. Tout y est passé ou presque. C'est un peu la faute des journalistes, la médiatisation, donc ça mettrait une pression sur les épaules de la cour qui serait tentée de sanctionner ces hommes plus qu'ils ne le méritent. Ensuite, on a les féministes qui ont beaucoup manifesté, qui ont apporté en fait un soutien précieux, je pense à Gisèle Pellicot, en étant physiquement là devant le palais avec des chorégraphies, des chants. Et il y a effectivement eu une banderole 20 ans pour tous, qui est la peine maximale en cas de viol aggravé. Ça a été répété, en expliquant elles ont le couteau entre les dents, c'était totalement exagéré. Certains, dans leur plaidoirie, ont même été quasiment insultants envers leurs clients. Il y en a un qui a parlé de son client comme l'invitation de Pellicot, et c'est l'invitation au dîner de cons, en disant il a dû se dire il a une bonne tête de vainqueur. Et puis on a eu des choses comme mon client a été manipulé, mais bon, de toute façon Hitler a bien manipulé 80 millions de personnes. Il y a même certains avocats qui ont dit que leur client finalement avait été victime de leur montée de testostérone et qu'ils seraient vulnérables parce qu'ils étaient tout nus dans cette chambre, prêts à être dévorés par Dominique Pellicot, qui serait comme un loup face à des mouflons. Heureusement, on a eu aussi des plaidoiries beaucoup plus construites, sincères, impliquées et sans outrance bien sûr, et dans l'intérêt des clients.
Une partie de la défense a voulu souligner pendant l'audience les loupés dans l'enquête. Le 8 novembre, la juge d'instruction chargée de cette affaire vient à la barre en tant que témoin pour s'en expliquer. Qu'est-ce que la défense lui reproche exactement ? Alors c'était à la demande d'un accusé qui est celui qui est le plus ingérable de ce dossier et qui, avec son avocate qui avait bossé beaucoup le dossier, souhaitait démontrer qu'en fait des pistes avaient peut-être été inexploitées sur la perversité de Dominique Pellicot, qui avait, semble-t-il, d'autres adresses mail, une deuxième ligne de téléphone qui n'a pas été exploitée. Sa ligne principale ne l'a été que partiellement. Ça, c'est très étonnant. Et voilà, et la juge s'est défendue en expliquant qu'elle avait fait de son mieux, parce que c'est un dossier vertigineux, qu'elle n'avait pas eu beaucoup d'aide. Le médecin de famille qui a fait toutes ces ordonnances de somnifères, Dominique Pellicot, qui était donc l'arme du crime, si j'ose dire, ce médecin, elle l'a pas interrogé, mais elle a expliqué que de toute façon, il ne l'aurait pas fait, on ne peut pas le forcer, et l'ordre des médecins lui avait conseillé de ne pas le faire, de toute façon. Et la juge a conclu en expliquant que ce dossier il est tellement immense qu'elle aurait pu enquêter 10 ans dessus, mais qu'évidemment, on n'avait pas le temps pour ça. Le lundi 18 novembre, les 3 enfants de Dominique et Gisèle Pellicot se succèdent à la barre. Il y a notamment la cadette de la famille, Caroline, qui dit qu'elle est la grande oubliée de ce procès. Pour quelle raison ? Il y a 2 photos qui ont été exhumées, en fait, qui avaient été effacées par Dominique Pellicot, de même qu'il avait effacé un autre dossier qui s'appelait Ma fille à poil, dont on ne saura jamais ce qu'il y avait dedans. Et donc, il y a 2 photos où elle est avec, dans une position étrange, enfin, elle est persuadée qu'elle est sédatée, elle est dans des culottes qui n'est pas la sienne, enfin, c'est très, 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 très étrange. Peut-être qu'il y a autre chose, et ça, c'est un doute terrible. Le problème, c'est que quand elle a été entendue par la police, on ne lui a pas proposé de faire un prélèvement capillaire, et ça permet de retrouver une soumission chimique, éventuellement, dans les cheveux. On fait ça dans les laboratoires spécialisés et ça se fait très bien. Et elle, ça n'a pas été fait. Donc elle n'a aucune preuve et ça, c'est le drame de sa vie parce qu'elle ne saura jamais et elle vient dire, elle a fondé une association qui prévient et qui lutte contre la soumission chimique et voilà, en expliquant que le cas de sa mère, pour lequel on a des preuves, c'est extrêmement rare. En fait, les femmes n'ont jamais de preuves. Et donc, elle se trouve dans la catégorie de celles qui seront toujours dans le doute. Et pour elle, c'est horrible parce qu'elle se dit, moi, je suis passée un peu à la trappe dans ce procès, on n'a pas parlé de moi, j'ai pas de réponse, j'ai rien. Je saurais jamais si mon père m'a droguée, je saurais jamais si mon père m'a violée ou éventuellement même m'a fait violer par d'autres hommes. C'est une souffrance énorme pour elle. Ces 2 frères viennent à la barre, David et Florian, et ils pressent Dominique Pellicot de donner des réponses. Oui, en fait, on sent que c'est le clan qui se serre les coudes et qui monte au créneau pour essayer d'obtenir quelque chose pour Caroline, puisque c'est le moment ou jamais. David, qui a quand même une carrure, il ressemble d'ailleurs à son père, mais très froid, lui explique au début, voilà, en gros, qu'il l'a aimé en tant que père. Et ensuite, il en vient en fait, et il le somme de dire la vérité. David, il faut savoir aussi que son propre fils a déposé plainte depuis pour agression sexuelle, parce que l'enquête a permis de comprendre que Dominique Pellicot avait proposé de jouer au docteur à son petit-fils. Et ça, c'est une belle fille qui l'entend. Et donc, voilà, il a une énorme haine envers son père de pas vouloir dire les choses, mais bon, lui, il se récrie en disant « mais non, j'ai jamais rien fait, la famille jamais, etc. » Et Florian, il va aussi essayer d'extirper quelque chose en lui disant sois honnête, dis la vérité pour toi et pour ma sœur. Elle ne vit plus, elle peut crever à chaque instant, je reprends ses mots. Et puis voilà, Florian il raconte aussi le cataclysme dans sa vie, puisque c'est son épouse qui avait entendu cette histoire de jouer au docteur et qui sur le moment l'avait pas rapporté à David, parce qu'elle-même avait connu l'inceste et donc avait peur de se tromper, etc. Donc ça a créé des dissensions, ils ont divorcé. Et puis le paradoxe encore dans tout ça, c'est que Florian, il a appris à la faveur de cette enquête qu'à un moment, sa mère avait eu un amant qui pourrait correspondre au moment où il est né. Et que donc il y a désormais un doute même sur savoir si Dominique Pellicot est réellement son père. Tout ça, c'est mélangé à la barre, c'est un moment de grande intensité. Ces 3 enfants qui sont face à ce père qu'ils ont adoré et qui aujourd'hui, ils l'ont dit, je crois, ne signifie plus rien pour eux. À l'audience, le 19 novembre, Caroline finit par s'adresser à Dominique Pellicot pour lui demander une dernière fois de répondre à ses questions. Oui, elle va se heurter au même mutisme. Elle dit mais non, j'ai rien fait. Puis elle répond tu mens. Elle est ivre de rage à ce moment-là. Je la revois encore, elle était rouge de colère. Elle a fini par lui dire écoute, tu mourras seule en prison, tu crèveras seule comme un chien, tu n'as pas de face. Elle a clôturé comme ça sa prise de parole. Louise Colcombet, sur cette question laissée sans réponse de l'inceste qu'aurait pu commettre Dominique Pellicot, on assiste à des différends entre Gisèle Pellicot et ses enfants.
C'est vrai qu'en levant le huis clos, Gisèle Pelicot, il faut le reconnaître, et toute la famille, ils ont fait quelque part don de leur histoire à tout le monde. Ils sont pas exempts de problèmes. Bon, qui en est la cause, c'est quand même Dominique Pelicot qui a foudroyé, qui a divisé jusqu'aux larmes dans sa propre famille, comme avait dit joliment Maître Camus, l'avocat de Gisèle. Les enfants voudraient que Gisèle Pelicot le force à dire des choses ou disent que oui, il a peut-être commis l'inceste sur ses petits-enfants, oui, il a peut-être commis l'inceste sur Caroline. Et elle, on sent que elle a progressé sur ce chemin-là parce qu'elle dit qu'elle n'a pas de raison d'en douter, mais c'est encore, elle chemine encore. C'est quelque chose qui, je pense, est très difficile pour elle à envisager. Des avocats l'ont titillé là-dessus parce que tout était bon finalement pour l'attaquer. Elle voulait pas donner grain à moudre à la défense, donc elle a dit très sèchement, je ne veux pas répondre à cette question. Ce qui a mis Caroline hors d'elle. Elle est sortie de la salle ostensiblement. David l'a suivie. Il faut comprendre aussi que Gisèle Pelicot, elle a beaucoup sur les épaules. Là, elle doit absorber une somme d'informations énorme et que c'est peut-être encore un petit peu tôt pour qu'elle vienne se poser ces questions, mais ça crée des remous dans sa famille. Le mercredi 20 novembre, les 2 avocats de Gisèle Pelicot, maître Stéphane Babonneau et Antoine Camus, livrent leur plaidoirie à 2 voix. Qu'est-ce qu'ils disent en résumé sur Dominique Pelicot et ses co-accusés ? Dominique Pelicot, ils en ont peu parlé finalement. Ils sont axés sur les 50 co-accusés, comme le souhaitait d'ailleurs Gisèle Pelicot, puisqu'elle veut faire avancer la société. Elle veut qu'on avance sur les problèmes sociétaux, donc le consentement notamment. Ils ont repris l'intention en expliquant qu'en droit, pour eux, il n'y avait aucun problème et que ils avaient bien l'intention en droit et que le crime, il est parfaitement constitué, le crime de viol. Ils ont moqué aussi toutes ces contorsions quand on a parlé de fait que j'ai commis un viol involontaire, je suis restée par politesse, toutes ces formules qui finalement étaient presque un peu insultantes pour Gisèle Pelicot. Et puis ils ont aussi attaqué, parce qu'ils savaient que ça viendrait ensuite, les plaidoiries de la défense, en expliquant que ils voyaient très bien que Gisèle Pelicot était attaquée de toutes parts. On a dit mais elle a peut-être été complice, peut-être qu'elle faisait des photos un peu aguicheuses, etc. Ils ont expliqué que certaines stratégies de défense n'ont plus leur place dans une enceinte judiciaire en France au XXIe siècle. Si la défense est libre, elle dit aussi ce que nous sommes, avait dit donc Antoine Camus, en expliquant que il faudrait pas que les plaidoiries soient à l'image de ce qu'ont dit les accusés. Le mercredi 27 novembre, les 2 avocats généraux de la Cour criminelle, qui représentent le ministère public, donc la société, achèvent leur long réquisitoire de 11h30 qui s'est étalé sur 2 jours. Quelles sont les peines de prison requises contre Dominique Pelicot et ses co-accusés ? Alors le maximum en cas de viol aggravé, sauf si on est récidiviste, c'est 20 ans. Dominique Pelicot, sans surprise, ils ont requis le maximum 20 ans. Et ensuite, ils ont essayé de faire une ligne de partage, c'est-à-dire de symboliquement pas mettre les autres à 20 ans. Donc pour tous les viols, on est sur une fourchette de 10 à 18, sachant qu'on avait aussi un homme qui était poursuivi, lui, pour agression sexuelle. Donc pour lui, ils ont demandé 4 ans avec mandat de dépôt à l'audience, mais tout ce qui était viol, donc de 10 à 18 ans, selon que ces hommes étaient venus 1 fois, 2 fois, 6 fois, aussi pour d'autres raisons. Certains avaient des contenus pédopornographiques dans leurs ordinateurs, d'autres avaient des casiers très lourds. Et tout ça, c'est un peu échelonné en fonction des parcours. Comment les avocats de la défense réagissent en apprenant les peines de prison qui ont été requises ? Alors, ils les trouvent trop hautes. Ils ont l'impression qu'on massacre leurs clients. Mais il faut préciser que la moyenne des peines prononcées, les derniers chiffres du ministère de la Justice, viol ou viol aggravé, tout confondu, c'est quand même 11 ans,1. Donc quand on est de 10 à 18, on est plus ou moins dans ces eaux-là. Et puis on avait l'impression, ont-ils dit que, et c'est une impression qu'on partageait un peu nous les journalistes, c'est que parfois on voyait pas trop la différence entre certains qui étaient venus 1 fois, de d'autres qui étaient venus 2 fois en termes de peine, en prenant des critères qui étaient pas du tout ce qui avait été dit à l'audience, mais ce qui était dans le dossier d'origine. Et donc certains avocats ont un peu critiqué en disant mon client il a regretté à l'audience, ça c'est nulle part. Par contre on va redire les trucs un peu grossier qu'il a dit en garde à vue quand il nie au tout début. Ils ont trouvé que ça reflétait pas l'audience et que si c'était ça, c'était pas la peine d'organiser un grand procès si c'était pour juger sur papier finalement. Le 27 novembre, c'est enfin au tour de l'avocate de Dominique Pelicot, maître Béatrice Zavaro, de défendre seule son client, le principal accusé. Oui, Béatrice Zavaro, elle a cette lourde tâche de défendre seule Dominique Pelicot. Elle n'a pas souhaité qu'elle prenne quelqu'un d'autre pour l'aider, ce qui se fait habituellement. En plus, elle a développé un rapport très proche avec lui, c'est-à-dire qu'elle s'est beaucoup impliquée. Elle est allée le voir une centaine de fois au parloir. Elle le connaît très bien. Dans la mesure où il reconnaît les faits, qu'elle sait que les 20 ans, c'est un peu compliqué de s'en éloigner, elle a surtout plaidé son humanité, notamment en citant beaucoup des poèmes ou des écrits qu'il a fait, des lettres. Par exemple, je me souviens de mots très forts. Il a dit « Je suis allée au bout
bout de moi-même pour me rendre compte qu'il n'y avait personne. Voilà, elle a essayé de montrer qu'il était humain. Elle a pas trop tapé sur les co-accusés, mais elle a rappelé leurs responsabilités et le fait que c'était un peu le bal des tartuffes parce que tout le monde se trouve une excuse finalement, alors que là où Dominique Pellicot, lui, il assume et demande aux autres de faire pareil. Et elle avait prévenu en fait son client, elle l'a redit à l'entrée de sa plaidoirie, c'est-à-dire qu'en prenant cette position-là, ça allait être eux contre tout le monde, et donc elle a repris cette formule en disant c'est vous et moi contre le reste du monde, monsieur Pellicot. Et à la toute fin de sa plaidoirie, elle se tourne vers la famille, vers Gisèle et ses 3 enfants. Qu'est-ce qu'elle leur dit ? Et d'essayer de faire en sorte qu'il ne reste pas en mémoire que cette phase B, puisqu'on a parlé d'un homme clivé, face A, face B. Et elle a exhorté la famille à se rappeler de cet homme qu'il était avant, l'autre Dominique, celui qu'ils ont connu, qui était aimant, bienveillant. Et elle a même conclu sur la lecture d'un poème où il proposait d'en reparler plus tard. Voilà, c'est aussi un peu un moment gênant aussi, parce que Dominique Pellicot, malheureusement pour lui, je suis pas sûre que sa famille puisse entendre ça. C'est un peu sa naïveté, ce qui le raccroche aussi, je pense, peut-être à la vie, c'est de penser qu'il n'est pas totalement détesté, peut-être par sa femme, qui elle, n'a pas renié ses 50 ans de vie avec lui non plus. Louise Colcombet, vous couvrez ce procès depuis le premier jour, le 2 septembre, pour Le Parisien. En tant que journaliste habitué à couvrir de longs procès criminels, qu'est-ce que vous retiendrez de ces 15 semaines d'audience ? Il y a plusieurs choses qui m'ont frappée, évidemment. Ce qui est très inhabituel, c'est d'avoir 50 auteurs pour une victime. Ça, j'avais jamais vu, et personne, je crois. C'est une présence physique intimidante. La salle était trop petite pour accueillir tout le monde avec les avocats. Un jour, j'ai compté, on était 170 dans cette salle. Donc Gisèle Pellicot, elle était écrasée dans un coin avec des hommes partout. Alors, évidemment, ils n'étaient pas là en permanence, puisqu'il y a des moments où ils étaient dispensés d'audience. Mais voilà, c'est ça, c'est ce premier choc, en fait, les premiers jours. Et puis ensuite, ce qui était très intéressant, c'est que les débats de la salle, qui portaient sur le consentement, sur l'appréhension qu'on a du viol conjugal. Beaucoup ne savaient pas que ça existait, ou du viol tout court, ils ne savaient pas que le viol par surprise existait, c'est-à-dire quand on ne peut pas avoir le consentement de quelqu'un. Moi, j'ai jamais vu des débats qui débordaient autant de la salle d'audience, finalement, et qu'il y ait vraiment la salle et puis tout le reste. Il y avait vraiment une ambiance, les gens qui applaudissaient Gisèle. Voilà, il y avait quelque chose de très inhabituel, vraiment. Le verdict est attendu le 19 décembre. À l'issue de l'audience, Gisèle Pellicot devrait, comme chaque jour pendant ces 4 mois, être accueillie à la sortie du tribunal par une aide d'honneur. Oui, ça c'est une sorte de rituel qui s'est mis en place mi-septembre, le 17 septembre précisément, le jour où Dominique Pellicot a pris la parole. Et il y avait eu spontanément une espèce de haie d'honneur et des gens qui ont applaudi parce qu'ils ont pris conscience quand Dominique Pellicot a parlé de ce qu'elle avait vécu vraiment. Et en fait, les huées ont cessé et les applaudissements sont restés. Bravo Gisèle! Gisèle Pellicot, c'est une icône. Elle est connue dans le monde entier. Une jeune avignonnaise me rapportait qu'elle revenait de New York et qu'elle avait vu des collages à Brooklyn de soutien. Voilà, Gisèle Pellicot, maintenant, tout le monde la connaît. Merci Louise Colcombet. Tous vos articles sur cette audience sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Pénélope Gualquirotti. Réalisation Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien. Laissez-nous des pouces en l'air ou des petites étoiles et ne ratez pas non plus notre podcast Crime Story. Chaque samedi, la journaliste Claudia Prolongeau raconte une nouvelle affaire criminelle avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.